bienvenue à tous à cette présentation. Présentation qui n'était pas initialement à l'agenda de l'Agile Tour, mais il y a eu des annulations, donc me voilà. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui est dans la salle et plus développeur, designer, QA, des rôles vraiment plus dans le développement. OK, pas pire. Eux qui sont plus product owner, manager, on va dire plus dans la direction. OK, c'est quasiment du 50-50. Il y en a d'autres. Il faut lever la main. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ressemble à ça. Je m'appelle Alexandre Rivet. Je suis développeur full stack senior chez Nexap depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé comme développeur full stack comme beaucoup de gens en sortant de l'université, mais j'ai développé rapidement un intérêt pour le front-end. J'aimais ça faire des beaux petits boutons sur Internet là, qui marchaient surtout. Là. Fait que j'ai vraiment développé un intérêt par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Nexap, une compagnie de services, on développe des solutions adaptées qui se basent sur les meilleures pratiques de l'ingénierie logicielle pour nos clients. Avec le temps, j'ai développé aussi un intérêt pour l'aspect pédagogique de notre travail. Quand j'ai rentré chez Nexap, on était plus une petite start-up. On avait beaucoup de personnes qui arrivaient, des sortants d'université, des stagiaires. Il fallait les former avec nos technologies ou avec nos pratiques d'ingénierie. Donc, c'est un peu le chapeau que j'ai pris. J'ai commencé à être plus formateur d'entreprise. Puis, depuis l'année passée, j'ai même commencé à faire du coaching en entreprise. J'allais chez clients au lieu de juste développer. J'allais coacher leurs équipes pour améliorer leurs pratiques. Puis, depuis cette année, j'ai commencé à faire des conférences. Aujourd'hui, c'est ma deuxième avis. On m'a demandé de faire ça, pas nécessairement demandé, mais on m'a recommandé de faire ça pour sortir de ma zone de confort. Je seconde, je shake. Pourquoi je voulais vous parler de changement aujourd'hui? Ben, dans le fond, un de mes derniers mandats l'année passée, c'était un mandat de coacher en entreprise, c'est mon premier. Puis ça a quand même très bien été overall. L'équipe, les membres de l'équipe se sont développés, ils ont vraiment pris de l'assurance, ils ont pris une nouvelle pratique, ils ont augmenté en vélocité. Puis le développement en règle générale allait bien. Puis ça me rappelait mon premier mandat en co-développement que j'ai fait chez Nexap, qui date d'environ autour de 2017-2018. J'étais jeune et naïf, je ne suis plus jeune. Et dans le fond, je repensais à ce projet-là parce que c'est le premier projet que j'ai considéré comme vraiment un échec pour moi au point de vue professionnel. Pourquoi c'était un échec pour moi? Ben, c'est leur façon de pratiquer n'était pas... Il y avait plusieurs choses qui me chicotaient là-bas, autant dans le développement que dans leur façon de fonctionner. Un exemple, c'était une compagnie qui fonctionnait en sprint de 3 semaines, puis ils faisaient des story points. Jusqu'à là, il n'y a rien d'absurde, il n'y a rien de mal. Mais, par exemple, tous les points qui associaient, les story points associés à leur tâche, ben, il y avait un nombre d'heures associées. Un point, c'était 7 heures de travail à peu près. 2 points, 22,5, et ainsi de suite. Ça veut dire que ça ressemblait à quoi, les sprint planning avec le gestionnaire? Ben, ça ressemblait à, j'ai 5 développeurs, ils vont tous travailler à peu près 5 jours, il n'y a pas de férié, rien. Donc, tel développeur qui est back-end a tant d'heures de disponibles dans sa semaine. Et au sprint planning, on associait le nombre d'avoir des tâches à un développeur en particulier. Fait que si j'avais 2 back-end, 3 front-end, puis mon backlog était juste du back-end, ben on avait des devs front-end qui n'avaient rien à faire, donc on faisait des tâches qui n'étaient vraiment pas prioritaires, qui étaient complètement descopées. Mais c'était la façon de fonctionner. Ça, moi, il y avait des problèmes dans cette façon de gérer-là, parce qu'on n'a jamais, dans un an et demi que j'étais dans ce projet-là, chez ces clients-là, on n'a jamais fini un sprint à temps. Il y a tout le temps eu des débordements. Puis une des raisons à ça, c'est que, ben, vu que tout le monde avait des tâches associées à eux, ben, tout le monde était en silo. Personne ne travaillait ensemble. Tout le monde il devait finir ses tâches. Donc, il y avait plein de débordements, puis même au niveau de développement, day-to-day, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Et moi, le jeune développeur qui arrivait avec plein d'idées, j'allais dire, je vais sauver le monde, je vais vous montrer comment ça marche, ça va être malade. Je vais vous montrer une nouvelle pratique, vous allez être efficace, on va finir nos sprints, ça va être fou. Ça n'a vraiment pas marché, mon affaire. Il n'y a aucune rétention d'informations, au point que même le directeur des développeurs là-bas, à un moment donné, il est venu me voir et il a dit hey, l'équipe est venue me voir, là, puis en ce moment, ils attendent juste que tu quittes le projet pour revenir à leurs anciennes habitudes. Et alors, ils me laissaient faire des choses, puis eux, ils avaient prévu que dès que je m'en aille, ils mettaient ça au vidange. On s'entend que ça a mis ma motivation quand même à terre. Au point que j'ai même demandé à mes boss, changez-moi de projet. Ça ne marchera pas, je ne veux pas être dans ce projet-là, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est mon premier échec vraiment professionnel. Ben, je pense le seul, mais ça, c'est pas à moi de décider. Je dis ça parce que j'ai un de mes boss dans la salle. À la fois,
ce projet-là m'a vraiment me posé beaucoup de questions, me challenger beaucoup sur est-ce que j'ai ce qu'il faut pour amener le changement chez nos clients, amener les meilleures pratiques de l'ingénierie pour qu'ils puissent se développer et être plus efficaces dans leur travail. Puis c'est de quoi j'ai travaillé dans les dernières années jusqu'à, encore aujourd'hui, je travaille là-dedans, mais j'ai essayé beaucoup de choses, puis je me suis rendu compte que ça a porté fruit parce que mon dernier mandat de coaching, qui était l'année passée, il a été un succès. Puis il y a vraiment eu des belles progressions. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager un peu des trucs que j'ai appris avec le temps qui peuvent aider à apporter du changement ça peut être dans votre équipe, chez vos collègues, ou ça peut être chez des clients, dépendamment du mandat que vous avez. On y va? Truc numéro 1, trouver ses alliés. Amener du changement tout seul, c'est tough en tabarnouche, je vais le dire de même. C'est possible, mais c'est beaucoup d'ouvrage. Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est trouvez-vous quelqu'un au sein du groupe que vous voulez changer qui va pouvoir vous aider là-dedans. Puis comment le trouver, c'est les personnes qui vont être plus ouvertes au changement que vous voulez apporter. Ils vont être motivés d'apporter le changement, mais souvent, ils disent « J'ai essayé des trucs, mais ça n'a pas marché, je ne me sens pas écouté, puis ça ne marche pas. » Bien, on va essayer ensemble des trucs, puis juste avec ça, ça va être plus facile de créer du mouvement. Un exemple de ça, par exemple, vous êtes dans une équipe, c'est vraiment long avec du monde face à votre revue de code. Les revues de code, c'est long avec quelqu'un l'apprenne, puis vous voulez que ça accélère. Puis quelqu'un d'autre dans l'équipe est d'accord avec vous. Une solution possible que vous pourriez faire, par exemple, c'est décider, on va faire du pair programming. On va travailler plus ensemble. Puis avec la politique de il faut qu'une personne review le code, une personne va ouvrir la merge request, l'autre va automatiquement l'accepter, puis on passe à un prochain appel. Ce serait une solution qu'on pourrait implémenter, par exemple. C'est sûr que si vous faites de quoi comme ça, vous allez créer des réactions dans l'équipe. Les réactions, il y a 2 réactions possibles qu'il peut y avoir. Les autres membres de l'équipe vont trouver ça vraiment le fun. Comme les revues sont rapides, ça va vite. Il faut peut-être même emboîter le pas. Fait que là, le mouvement, vous l'aurez créé à 2. Le monde va commencer à faire plus de pair programming, puis les revues vont être moins courtes. Vous allez créer le changement. C'est le fun. Ce qui fait peur, c'est si le monde ne sont pas d'accord avec votre idée. Ils disent « Hey, non, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. » Ils vont vous le dire, ils vont réagir, ils vont vous le mentionner. Mais au moins, cette approche-là, ça l'ouvre la porte de « OK, tu n'es pas d'accord avec ma façon de faire, ce que je viens d'essayer de changer, avec notre façon de changer à nous deux, OK, qu'est-ce que tu proposes? » Ça l'ouvre la porte à la discussion de qu'est-ce que tu veux apporter. Et si la personne n'a rien à dire, il fait juste dire ça ne marche pas, bien, c'est comme quand vous ouvrez Merge Request, puis la personne dans votre code dit ce bout-là, ça ne marche pas, c'est pas bon, puis ne donne pas d'alternative, pas de proposition. Le commentaire, si vous voyez ce commentaire-là, il n'y a pas de valeur, on le met au vidange. Apporte de quoi de constructif à la discussion, sinon ton commentaire, ta remarque, je vais l'ignorer. Ça. Ouais. Si vous êtes un manager puis vous essayez d'apporter des changements à votre équipe, puis ça ne passe pas, il y a de quoi qui ne marche pas. Un exemple d'allié que vous pourriez prendre, que vous pourriez trouver, c'est un membre de l'équipe qui est un peu plus ouvert à ce que vous voulez dire. Puis cette personne-là, elle peut vous aider à adapter votre discours à la réalité des devs pour que le message passe mieux. C'est un petit truc comme ça pour les managers. Un exemple de ça, de trouver des alliés, vient que j'ai vu, c'est dans le livre de Sandro Mancuso, de la série d'Uncle Bob, de Software Craftsman. C'est du monde qui connaissent? À peu près, oui, j'ai une main levée. Au moins une, c'est bon. Sandro, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait, dans un de ses mandats de coaching, il n'y avait à peu près aucune culture d'apprentissage dans l'équipe qui coachait. Le monde ne se partageait pas, il travaillait en silo, un peu comme le projet que je parlais tantôt. Puis dans le fond, ce qu'il a fait, c'est avec le team lead, il a décidé de faire un petit changement vraiment minime pour développer cette culture-là. Il a ajouté une question à la daily. La question était extrêmement simple, même banale. Qu'est-ce que vous avez appris hier? L'apprentissage, c'était vraiment pas important. L'important, c'est que le monde partage qu'est-ce qu'il avait appris. Puis au début, il y avait juste lui et son allié, le team lead, qui partageaient des trucs. Ils partageaient, par exemple, j'ai découvert cette configuration-là dans BD. J'ai appris c'était quoi une SARIG. C'est une vraie chose, allez googler. J'ai trouvé ce nouveau framework front-end qui est 100 fois plus rapide que les autres. Ça, on l'entend souvent. C'est rarement vrai, mais c'est un apprentissage. L'apprentissage n'était pas important en soi. L'important, c'est que le monde partage « Hey, j'ai appris ça ». Puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est il y a des personnes qui partageaient un peu ce qu'ils avaient appris, d'autres journées non, puis il y en a qui ne partageaient vraiment jamais. Puis avec le temps, tout le monde a commencé à partager de l'information, des apprentissages. Pourquoi? Bien, Sandro a décidé de jouer avec un sentiment qui est super puissant, le sentiment d'être mis à part.
d'être le seul à dire « j'ai rien appris » à tous les jours, ben, ça fait vraiment travailler des gens au point qu'ils ont commencé à se forcer à ben, « j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai appris telle chose hier ». Puis lentement, pas vite, ce que ça a fait, c'est il y a du monde qui disait « hey, j'ai appris telle config de BD » ou « j'ai appris telle façon de structurer le code ». Ben, il y a d'autres monde dans l'équipe qui ont fait « hey, ça m'intéresse, pourrais-tu m'en parler plus après à Daily ?» Juste avec une petite question à la Daily, écrire un mouvement avec un autre membre de l'équipe, il a développé une culture d'apprentissage vraiment puissante où ce que les gens se partageaient du knowledge et ensuite travaillaient ensemble pour développer les connaissances communes de tout le monde. Pour les managers, si vous avez une équipe comme ça vaut de l'or. Investissez pour se rendre là. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, une des choses qu'il a faites, c'est Sandro, c'est démontré par l'exemple. Il a amené la Daily, puis avec son collègue, il a vraiment juste... dans le fond, il a créé un mouvement pour qu'après ça, l'équipe, comme s'approprie ce mouvement-là et cette habitude-là, et la chérisse et la développe. Deuxième élément, deuxième truc que j'ai appris avec le temps, c'est quand on veut apporter un changement, il y a deux façons de le faire. En push versus en pull. Un exemple de push, c'est un dirigeant qui dit « changez ça, vous devez changer ça », vous poussez un changement à l'équipe. Par exemple, on a des sprints de 2 semaines, on change ça, on va changer en sprint de 3 semaines. Les déploiements, c'est trop coûteux, c'est trop dangereux, comme ça ne marche pas, on veut améliorer ça, on veut réduire le risque, on va changer. C'est rare que ces changements-là soient appréciés de l'équipe. Parce que sensiblement, ce qu'on vient de faire, ce que je viens de faire avec cet exemple-là, c'est de dire, je viens de dire à ma gang de professionnels comment faire leur job, sensiblement. Puis je pense que personne, peu importe son domaine, se faire dire quoi faire, c'est apprécié. À la limite, c'est un peu un manque de respect. Là. Puis, là, j'ai donné l'exemple comme d'un point de vue de dirigeant, mais en même temps, moi, j'arrive dans du co-développement, j'arrive chez un client à coacher. C'est sûr, si j'arrive, hey, on va changer notre façon de faire, on va déployer plus souvent pour déployer moins de trucs en production, ça va réduire le risque d'instabilité. Ben, je suis quelqu'un d'externe. Que j'arrive avec ce mouvement-là, c'est quoi les chances qu'il y ait de la rétention, que le monde adopte ce mouvement-là? À moins qu'ils lisent dans mes pensées et qu'ils comprennent exactement les avantages, ça ne passera pas. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec mon premier projet que je comptais en 2017-2018. Puis pourquoi ça ne marchera pas si j'arrive de l'externe en disant ça? On est-tu bien dans des pantoufles, hein? C'est doux, c'est chaud, c'est confortable, ils sont à nous, on est bien dedans. T'as beau dire, tes pantoufles, ils ont des trous dedans, il y a des vis rouillées dedans, sont en feu. J'en ai d'autres à côté ici qui sont plus confos, plus belles, tu vas tellement être mieux. Ils vont quand même trouver la façon de dire, ouais, mais si j'enlève mes pieds pour les mettre dans les autres, je vais avoir froid. Ils vont tout le temps trouver des raisons de relier le changement, même si vous savez que votre solution, votre nouvelle paire est plus confortable. Il va y avoir de la réticence. Une façon d'apporter ce changement-là, par exemple de changer de pantoufle sur cet exemple-là, ça serait d'y aller plus en mode pull. Faire que le changement vienne de l'équipe, vienne de ces personnes-là. Qu'au lieu de dire « changer », on va trouver une autre façon de le faire pour juste dire « voici une situation, on va vous demander de le régler ». Dans le cas du manager, il y a beaucoup d'instabilité d'un déploiement. Avec sa solution de monter à 3 sprints, à la place, on pourrait plus dire « vous êtes des professionnels responsables, voici le problème, il y a trop d'instabilité, on ne peut pas se permettre que Roger passe une journée à tous les jours à déployer aux 2 semaines, il faut trouver des solutions. » En faisant ça, on donne l'ownership de l'amélioration à l'équipe. On a ce problème-là, comment vous pouvez le régler? Des développeurs, c'est un peu ça notre travail, c'est de régler des problèmes. D'y aller comme ça en disant, voici une situation, on veut la régler, on veut l'améliorer. Bon, on vient donner la responsabilité à l'équipe, et l'équipe peut arriver et dire, on va faire X, on va faire Y, on va arriver avec telle solution. Puis avec ça, c'est plus un système de pull, c'est l'équipe développeur qui vient vous voir avec une solution. Puis ça, c'est vraiment plus facile après ça pour faire changer les pantoufles des gens, parce que c'est eux-mêmes qui disent « Hey, cette paire-là, elle a l'air vraiment le fun. » En tant que coach, c'est une stratégie que j'aime beaucoup utiliser. Puis ça arrive même souvent quand je vois une piste d'amélioration possible, je ne la dis pas à l'équipe, je les laisse travailler pour qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes et qu'ils l'apportent eux-mêmes. Ou que, quand même, ils trouvent une autre solution qui est encore meilleure que celle que j'ai passée. Puis, tant mieux, allez-y, je vous encourage. Ça arrive souvent que j'expose le problème, ou du moins je les aide à refléter pour qu'ils se rendent eux-mêmes compte du problème ou d'une situation. Puis après ça, on peut travailler ensemble pour l'améliorer. Un exemple de ça qui s'est arrivé dans mon mandat de coaching l'année passée,
On travaillait beaucoup le pair programming parce que c'est des équipes qui étaient vraiment plus en silo, des développeurs en silo. Fait qu'on travaillait le pair programming ensemble, puis on travaillait beaucoup là-dessus. Puis à un moment donné, il y a un élève, on va l'appeler Jean. Jean nous a dit comme, hey, ça fait une couple de semaines qu'on travaille le pair programming, puis je me suis rendu compte que depuis qu'on fait ça, les daily, je les trouve plus tant nécessaires. De dire ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui, je trouve pas ça utile parce qu'on travaille tellement proche ensemble tout le temps que je sais déjà qu'est-ce qu'on a fait hier, je sais déjà qu'est-ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que, c'est normal, ça, on devrait changer notre façon de faire les daily. Moi, ça faisait des mois que j'avais remarqué que les daily étaient problématiques, à mon avis. Peut-être une petite parenthèse, des daily que vous faites, ce que vous avez fait hier, ce que vous faites aujourd'hui, pas tant de valeur. L'objectif d'une daily, c'est pour être une représentation des 24 prochaines heures. Fait que posez-vous plus des questions. Est-ce que les priorités ont changé pour la journée? Ou qu'est-ce qui nous manque pour terminer les tâches qui sont déjà en cours? Il y a des tâches en QA, des tâches en review. Qu'est-ce qui manque pour les amener à done le plus tôt possible? C'est le genre de questions que vous pourriez vous poser à la daily, au lieu de ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui. Focuser sur les tâches, pas les personnes. Fermeture de parenthèse. Fait que c'est ça. Fait que les daily qui trouvaient que c'était plus utile, notre Jean, ben j'ai dit, effectivement, je le savais déjà, mais vous n'étiez pas rendu là. Notre focus était vraiment plus sur le pair programming, travailler en équipe. Puis c'est par eux-mêmes qu'ils se sont rendus compte de cette situation-là, ce défaut dans leur processus, qui a été créé en fonction de leur façon de travailler. Ils étaient tous en silo, fait que leur seule façon de savoir s'ils étaient, d'avoir été on target, ça allait bien, c'était en posant des questions à des lits que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, ils ne se parlaient pas. Mais là, qui travaillent plus ensemble, ben, leur processus fait défaut, c'est le temps de l'adapter. Fait que, ça apporte un peu mon autre truc, mon troisième truc pour vous. Puis on en parle, je pense, depuis 2 jours à l'Agile Tour, c'est d'avancer par petits incréments. J'aurais pu leur parler dès le début on va changer notre façon de faire les daily pour poser des questions qui sont plus pertinentes. Mais l'équipe n'était pas rendue là. Fait que j'ai décidé de focuser vraiment sur quoi qui était plus prioritaire, selon moi, qui avait plus de valeur. Et naturellement, il y a des apprentissages, d'observations qui ont été faits par l'équipe qui me permettaient après ça d'avancer en fonction de leurs besoins. Fait que, c'est ça. Ouais, fait que avancer par petits incréments, ça je l'ai mentionné. Si, ça arrive des fois, comme quand on a décidé d'apporter un changement, on reçoit beaucoup de résistance. Puis souvent, c'est parce que la taille est trop grosse. C'est un peu comme, j'ai une IV, puis il y a levé de bouclier comme des gens. Là, ah, attends un petit peu, pourquoi on fait ça? C'est quoi l'utilité? C'est trop loin de ce que je fais, je ne suis pas à l'aise. Ouais, si on y va par plus petits incréments, c'est plus facile d'amener des changements. Un exemple de ça, puis je l'ai testé à l'étage chez Nexa, c'est, par exemple, je vais dire à mon manager, le projet, il y a beaucoup de collègues legacy, c'est ça, ajouter des features, j'aimerais ça faire du refactor, donc j'aimerais ça passer une journée cette semaine à refactorer le code. Bien, si je passe une journée complète, probablement que mon manager va me dire, attends, c'est-tu vraiment nécessaire, c'est quoi le besoin associé, est-ce que ça vaut vraiment la valeur de tout le temps que tu vas passer dedans? Versus si je dis, hey, j'aurais besoin de 15 minutes aujourd'hui pour refactory. Bien, probablement que la réponse va plus être 15 minutes, c'est insignifiant, là, pourquoi tu m'en fais part? Là, tu sais quoi faire, là, c'est ton travail, vas-y. Pourtant, les deux, c'est du refactor, les deux, c'est du temps à ne pas ajouter de valeur, mais il y en a un qui est fait de beaucoup plus petite échelle. Un 15 minutes par journée, c'est insignifiant. Une journée dans une semaine, c'est 20 du temps. Il ne faut pas oublier, mettons, d'un point de vue de plus de direction de gestion, le temps, c'est de l'argent. Si on essaie d'apporter tout d'un coup, ça risque d'être difficile. Versus si on le fait par petits incréments, bien souvent, ça ne va pas trop attaquer le système, ça ne va pas trop l'impacter, donc ça va mieux passer, il va y avoir moins de levée de bouclier. Un autre avantage d'y aller par petits incréments, bien, ça permet d'avoir une loupe de rétroaction. On va essayer un petit changement, je vais essayer d'apporter des plus petites pull requests, on va essayer de plus de pair programming. Bien, après ça, tu peux dire, est-ce que mon initiative ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que le monde embarque? C'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il n'aime pas? Puis après ça, avec ces mesures-là, avec ce feedback-là, bien, on peut ajuster et soit continuer comme on allait ou s'adapter en fonction des besoins existants des personnes. Puis après ça, on peut recommencer. C'est une loupe de feedback. Ça file quasiment comme de quoi d'autre que déjà en agilité. Je ne sais pas trop, des sprints, loupe de rétroaction avec les utilisateurs. On fait ça beaucoup en agilité dans nos processus. Dans la façon d'apporter du changement, c'est aussi valable.
Dans les points que je vous parlais, on a parlé beaucoup d'éléments pour apporter le changement. Mais une affaire qui peut être extrêmement difficile, c'est que le changement persiste. C'était un des échecs de mon premier projet. Les devs avaient dit à leur boss, dès qu'il s'en va, on met tout à terre. Ça veut dire que je n'avais pas réussi à créer des habitudes intéressantes chez les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un changement devienne une habitude persistante, qui persiste? Bien, j'ai une collègue chez Lexar, qui s'appelle Julie, que, il y a 1 an ou 2 environ, elle nous a partagé un livre qu'elle a lu qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, qui, lui, dans le fond, il parle vraiment comme il va développer un peu une stratégie pour instaurer le changement. Puis là, j'ai une petite quote que je ne suis pas capable de retenir par cœur, fait que je vais vous la lire. Dans le fond, lui, un de ses principes qu'il dit, c'est le succès du changement repose sur la volonté d'un individu, ne repose pas sur la volonté d'un individu, mais sur l'adoption d'une nouvelle perception de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me suis posé la question, puis si je compare les deux mandats que j'ai eus, le mandat en 2017-2018 et celui de l'année passée, bien, l'année passée, mon premier projet, ce que j'essaie de faire, c'est j'ai plein de solutions, je vais vous sauver, je vais vous donner ça va bien aller. Dans le fond, j'avais comme un objectif personnel de les changer. Puis ça, dans le fond, ça, c'est un peu la volonté de moi de les changer. J'ai mis le focus là-dessus, alors que j'aurais dû me focus sur la perception de soi. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon projet l'année passée, qui était vraiment plus de je vais être une référence pour vous. J'ai plein d'idées dans ma tête de comment améliorer les choses, mais mon objectif, c'est que vous me voyez comme un support à votre développement. Si vous avez des problèmes, des situations où vous voulez brainstormer des trucs, venez me voir, je vais être là pour vous accompagner. Ça, c'est la grosse différence, comme le mindset a apporté, quelque chose de super intéressant qui peut vous aider à apporter le changement. Comment vous voulez être perçu? Si vous êtes comme quelqu'un, un cow-boy qui arrive, j'ai changé telle affaire dans mon projet, ça va plus vite, puis vous n'avez pas demandé l'approbation, puis le monde vous voit comme un cow-boy, probablement que ça ne va pas tenir. Quelque chose d'autre que M. Clear mentionne, dans la fois, qui définit dans son livre, c'est 4 lois du changement d'habitude. On va passer quand même rapidement là-dessus, mais à la fin de la présentation, j'ai un code QR vers un article que ma collègue Julie a écrit pour en parler plus en détail. Les 4 lois pour créer une habitude, du changement d'habitude, c'est faut que l'habitude, il faut le rendre évident, il faut le rendre attrayant, facile, il faut le rendre satisfaisant. Ça, c'est les 4 fondations que M. Clear définit pour créer du changement. On va faire un petit exercice ensemble. Je pense que je vais me permettre d'essayer de rendre ça un peu plus interactif. Vous allez devoir répondre. Désolé. Dans le fond, mettons qu'on prend comme objectif d'obtenir rapidement du feedback pour le logiciel développé. Un type d'habitude qu'on voudrait peut-être obtenir, c'est peut-être bas pour le monde dans le fond. Une habitude qu'on pourrait définir, c'est on va vouloir faire des plus petites pull requests. En quoi ça, c'est une habitude qui pourrait fonctionner, qui pourrait persister? On va les faire ensemble. Fait que faire des petits pull requests, je pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre cette habitude-là évidente? Ce changement-là. Je vous pose la question. Ah, c'est vrai qu'il y a un micro. Quelqu'un veut se lancer? Non? Oui? On pourrait faire une analyse un peu d'impact de pull requests qui sont très grandes, voir un peu, rendre évident, en fin de compte, par le fait que du constat de qu'est-ce que les grandes pull requests imposent. Effectivement, je posais la question, qu'est-ce qui fait que les pull requests sont grandes? Par expérience, ce qui arrive, c'est que les tâches, les user stories, par exemple, dans le board, sont très grosses. Ils contiennent beaucoup d'éléments. Fait qu'une possibilité, ça serait de carrément de faire des plus petites user stories. Si nos user stories sont plus petites, l'ajout de valeur est petit, bien, le code à réaliser pour le respecter va être plus petit, donc les pull requests vont être plus petites. Ça a été évident, on ne va même pas se poser la question, est-ce que ma pull request est petite? Notre façon de travailler va faire en sorte que, naturellement, les tâches vont être plus petites. Qu'est-ce qui fait que faire des pull requests, ça serait attrayant? Les petites pull requests, qu'est-ce qui fait que c'est attrayant, ça? Il y a quelqu'un là-bas qui a levé la main, là-bas. Désolé, il a levé la main en premier. Parler du temps que ça prend pour faire la review. Donc, quand c'est à toi de review la personne, tu préfères avoir 5 fichiers de changer que 35? Effectivement, je ne sais pas si vous avez juste ce tweet-là. Une pull request qui a 10 lignes changées, on va avoir 10 issues. Une qui en a 500, tout est good. C'est la réalité du développement. C'est plus il y a d'éléments dans merge request, plus c'est difficile à suivre. Donc, naturellement, le monde va être moins enclin. Ils vont plus essayer à tout retenir. Fait qu'ils vont faire « Ouais, ça fait du sens, ça. »
Fait que si on fait des plus petites pull requests, ça va être plus intéressant à review, ça va être plus rapide, ça va moins nous déconcentrer longtemps. Bref, on va faire pour une meilleure qualité. Fait que c'est vraiment plus attrayant d'en faire. C'est ça que j'ai écrit. Troisième, rendez-le facile. Comme, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire que des petits pull requests rendent notre travail plus facile? Un peu plus dur, celle-là. Je vois le temps passer, fait que je vais répondre pour vous. Quelque chose qu'on peut faire, c'est, si vous voulez si par exemple il y a beaucoup d'instabilité quand vous déployez vos tâches, comme je mentionnais tantôt, ben, des petites pull requests, si vous réussissez à déployer ce changement-là à chaque fois dans un environnement, ben, vous déployez moins de changements à la fois, donc il y a moins de chances de créer de risque. Ou du moins, s'il y a un risque, il est plus facile à trouver, à réparer. Parce que si vous mergez une pull request de 50 fichiers puis il y a un bug, vous avez 50 fichiers à chercher. S'il y a une feature de 3 fichiers, le bug est probablement plus clair et plus facile à trouver. Fait que de développer des processus de déploiement en continu automatique, ben, probablement que ça va rendre ça plus facile de faire des petits pull requests, va rendre votre travail plus facile, plus intéressant. Et le dernier, le rendre plus satisfaisant. Qu'est-ce qui fait que faire des petits pull requests, c'est plus satisfaisant? Oui, en avant. Attends, il y a un micro. C'est pour l'enregistrement. On peut merger plus souvent. Oui. Ben, moi, j'aime ça merger. Effectivement. Puis si je l'amène dans comment on gère un projet, ça vous à qui c'est déjà arrivé que vous travaillez sur une tâche puis la tâche est restée dans le to-do pendant 3 semaines? Il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Hein? C'est-tu motivant, ça, que la tâche n'avance pas? Jamais? Pas vraiment. Fait que ça vient un peu avec le point que je mentionnais dans le rendre évident. Si on structure notre travail pour faire des petites user stories, ben, au lieu d'avoir une tâche qui reste en to-do pendant 3 semaines, vous en mettez 3, 4 add-ons par jour. C'est beaucoup satisfaisant. Plus satisfaisant, vous voyez la progression aller. C'est beaucoup plus gratifiant. Puis même une chose que ça fait de plus, c'est si on décide il y a un changement de contexte, le changement de priorité, il faut se virer de bord, ben, la tâche de 3 semaines qui est en to-do, elle ne restera pas là ou on ne la mettra pas tout à terre. On peut arrêter n'importe quand plus facilement. Donc, on peut plus rapidement célébrer les succès. On voit la progression. C'est vraiment une grosse source de motivation pour les équipes. Je pensais quasiment rapidement. Comme je disais, là, je manquais un peu de temps pour en parler plus, mais il y a sur le blog d'Inexap, on a un article qui parle de ça. Petit mot de la fin. Qu'est-ce qui est important à retenir de tout ce que j'ai dit? C'est que si vous voulez apporter un changement, il y a deux trucs, selon moi, qui sont très importants. Premièrement, vous faire un peu un plan, une vision de où est-ce que vous voulez amener les gens, comment vous voulez être perçu, et aussi d'y aller par petites itérations. Par gros morceaux, ça ne marche jamais, autant dans les pull requests qu'on vient de voir, dans mon exemple, que pour apporter du changement. Si vous faites tout de trop gros coups, le monde va avoir peur, va se braquer, il va avoir de la résistance. Puis, c'est pas mal ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allô, Alex? Hello. Tu n'auras peut-être pas de réponse à cette question-là parce que c'est quand même un défi, je pense. Mais souvent, je sais peut-être que les petites itérations, c'est une solution, mais des fois, même chaque petit changement cause beaucoup de doutes chez les gens. Mm-hmm. Puis, tu sais, le push, tu as moins de doutes, mais quand tu fais la technique du pôle, de trouver une solution, souvent, dans mon expérience, dans des grands groupes surtout, il va y avoir plusieurs idées, puis il va y avoir plusieurs doutes sur chacune de ces idées-là, puis ça va être difficile de prendre un consensus en équipe. Ouais. Quand il y a plusieurs agents dans le changement, y a-t-il une manière de faciliter ça, à ton avis? Moi, ma stratégie, ça serait pas mal on en prend une puis on l'essaye. De pas trop spinner, dans le fond, de pas trop y réfléchir. Fait comme, hey, on va essayer celle-là, on va voir, ça marche ou ça marche pas, puis sinon, on va réitérer. Et quand on fonctionne en sprint ou juste en méthodologie agile, on a des rétros par équipe. Ben, c'est un moment qui est réservé pour voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut changer dans nos façons de faire. Fait que je pense que ça, c'est un bon endroit pour se poser la question, mais le blocage ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ben, c'est la même chose quand on prend une technologie pour faire un système. Je prends-tu React, Angular, Vue, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Lequel on serait le plus à l'aise, puis lequel on est prêt à essayer. Il faut prendre une décision. Je pense que c'est ça le plus important. Et on itère. Oui? Bonjour. Hello?
J'ai déjà vu des cas comme, par exemple, quelqu'un, justement, dans l'esprit d'être le changement qui va apporter une ou plusieurs idées. Puis les gens, dans le fond, vont peut-être un peu se braquer en se demandant ben, pourquoi ça vient de toi, cette idée-là. C'est comme si il aurait fallu que ça passe peut-être par un autre canal. Ou, C'est une bonne question, ça. Ben, je pense que ça pourrait être une question comme à se poser comme en équipe. Pourquoi c'est pas venu de telle personne? Puis rendu là, par exemple, si c'est un manager qui aurait dû le mentionner, c'est un exemple, j'ai rien contre les managers. En fait, c'est d'avoir une discussion avec lui, en fait. C'est de trouver ses alliés là-dedans. Peut-être qu'il y a personne qui avait hey, j'ai eu plein d'idées, il les a apportées tout seul, au lieu d'y aller, de trouver ses alliés là-dedans. Peut-être que le manager, le canal officiel, aurait pu l'être. Ça arrive des fois, j'ai des idées que je veux apporter, mais au lieu de l'amener à l'équipe, je vais voir quelqu'un comme de plus responsable dans l'équipe, que lui, il va dire OK, on pourrait le faire de telle façon. L'idée peut venir de moi, mais qui va la véhiculer après ça à l'équipe ou comment on l'apporte, bien ça peut être une personne différente.